PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu Joe? Bonsoir à tous, écoute, bonsoir Byron, ravi d'être là, ravi de pouvoir parler football et de LDC avec toi. Très bien, tu as fait une belle transition, nous allons parler de la future rencontre du Paris Saint-Germain en huitième de finale, retour au Parc des Princes face au FC Barcelone. On va faire un petit focus sur l'équipe espagnole. Quel est ton regard sur leur parcours récent? Que penses-tu de leur forme actuelle? Écoute, un peu comme chaque année, j'ai l'impression que quand on tombe contre le Paris Saint-Germain en huitième, il y a une augmentée de forme de toutes les équipes. Hein. Ça a été le cas de Manchester, ça a été le cas de Dortmund, ça a été le cas du Real. Maintenant, c'est aussi le cas du Barça. Ils sont sur une bonne dynamique. Tu as un deuxième de Liga qui n'a pas perdu depuis qu'on les a rencontrés. Ils ont encaissé un seul but, d'ailleurs dans ce match nul face à Cadix, mais sinon invincibilité préservée depuis plus de 3 matchs. Donc non, un Barça qui commence à remonter, mais pas un Barça qui m'effraie. Un Barça qui commence à remonter. Donc il y a quelques mots-clés là que j'entends. Brièvement, comment tu expliques en fait je ne sais pas si c'est un traumatisme ou peut-être des souvenirs incessants en fait qui reviennent et encore et encore. Comment tu l'expliques en fait? Au sein de la famille parisienne, bien sûr. Tu parles en fait du traumatisme que nous on a, le potentiellement complexe, c'est ça que tu veux dire? Oui, moi je ne l'ai pas personnellement. Ouais. Parce que voilà, c'est pour ça que je prononce même pas le terme, parce que pour moi c'était, oui, je vais le dire, c'était de la triche. Pour moi c'était pas du football. Donc ça m'a pas marqué plus que ça, si ce n'est le fait que on s'est fait voler ce jour-là. Mais voilà, comment tu l'expliques? Parce que j'entends à gauche, à droite, quelques peurs. Bien sûr. Tu vois, voilà, légitime ou pas, et j'aimerais avoir ton regard dessus. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis déjà, les quelques peurs, les gens qui prononcent en fait ce mot que je me refuse de prononcer, c'est déjà en fait très médiatique pour faire monter la pression, pour que et de côté hispanique et côté francophone, ça puisse vendre en fait du papier, parce que normalement, en termes rationnellement parlant, quand tu as gagné 4-1 à l'extérieur, merci d'être passé, le match est plié, et je le crois et j'en suis relativement convaincu. Après, pour faire en fait l'avocat du diable, là où cette peur en fait est nourrie, c'est que, sans rentrer dans les détails, il n'y a que les supporters du PSG qui dans leur vie ont connu ce traumatisme. Et un traumatisme, ça laisse toujours des traces. Et je parle vraiment de traumatisme. Au niveau du football, ce qu'on a vécu il y a 4 ans est un traumatisme. C'est comme un enfant, tu vois, qui s'est fait mordre par un chien quand il était petit. Tu le mets devant un chien même plus tard, il se dit non, mais il se souvient, tu vois. Il y a un truc qui fait que on a toujours ce petit truc-là, mais on est relativement confiant. Enfin, on va sûrement y venir, mais on a 3 milliards d'éléments pour croire et même pas pour croire, pour être convaincu qu'on va les taper. D'accord. Quelles sont les menaces évidentes, en tout cas du FC Barcelone actuellement? On va dire, quand tu vois cette équipe, je te dis de qui faut-il se méfier? Peut-être de la tactique de l'entraîneur, Coman, sans vouloir faire de blagues, parce qu'il a beaucoup été décrié par rapport à son choix de défenseurs centraux, notamment lors du match aller au Camp Nou. Voilà. Est-ce que tu vois, on va dire, certaines choses qui te disent il va falloir faire gaffe quand même mercredi prochain? Écoute, déjà, c'est quand même la seule équipe où on t'apprend qu'un joueur ne sera pas disponible et tu te dis, bah tiens, c'est peut-être une embellie pour eux. Tu me parles d'un point fort, le fait que Piqué joue pas, déjà pour eux ça va être un point fort. Déjà ça va être pas mal. Sûrement voilà, il va y avoir l'anglais, Umtiti qui va revenir aussi dans le jeu. Donc malgré le fait qu'ils soient pas forcément au top de leur forme, je pense que c'est déjà mieux. déjà. À côté de ça, non, en vrai élément, je te citerai en fait surtout, enfin il y en a 2 pour moi. T'as, bon, quelques-uns. T'as De Jong quand même qui je trouve propose en fait pas mal de jeux et en fait est peut-être assez détonateur même en regardant en fait les derniers matchs. T'as Jordi Alba qui même si a parfois en fait un niveau en dents de scie, je trouve que voilà en Ligue des Champions il arrive en fait à hausser son niveau de jeu et surtout alors il a été décisif en plus dernièrement exactement. face à Osasuna. Exactement. Et il y a en fait Ousmane Dembélé qui est pour moi un peu le facteur X de cette équipe, qui est très fort. On sait qu'il est, voilà, il maîtrise les 2 pieds. On peut des fois lui reprocher son intelligence de jeu en fait sur certaines phases, mais par contre footballistiquement, le garçon en fait a énormément de qualité. Et un grand Dembélé peut faire peur à n'importe quelle défense. Voilà. Surtout si ça commence à détonner en fait du côté de notre cher arrière gauche, ça peut peut-être être une crainte. Et après, je te dirais en fait plus dans le contexte global,
je parlerai en fait de Lionel Messi. L'affiche, Lionel Messi, l'orgueil face au prince Neymar, etc. Je pense que c'est un match qui peut avoir en fait une dimension, une saveur particulière, ne serait-ce que parce qu'il va le retrouver, ne serait-ce que parce que pour une guerre d'ego, ça va monter en fait médiatiquement, je pense qu'il va être un peu plus encore au niveau de la rencontre, parce qu'il va être challengé par Neymar, et je pense que même si il l'adore, il veut que ça reste en fait son petit. À l'instar que Neymar derrière va tout faire pour lui prouver l'inverse aussi. Très bien, très bien. Dommage qu'on ne sera pas au stade la semaine prochaine. Pour voir Neymar versus Messi, franchement, le Covid, il devrait faire une pause pour des trucs pareils. C'est clair, c'est clair. On va évidemment parler du Paris Saint-Germain. Quelle est pour toi la composition probable? Oula, si on reprend toutes les lignes, composition probable au gardien, bien sûr Navas, hein, qui a prouvé maintes et maintes fois en fait ses qualités et sa manière de rassurer notre défense. À gauche, je crois qu'il n'a pas énormément de choix. Il va mettre Kurzawa, même si Bakker a fait un bon match. Je serais surpris de voir autre chose. Kipembe, bien sûr, qui va revenir en fait en patron après avoir un peu de récup. Marquinhos qui suivra. À droite, débat, mais normalement, si on compte potentiel gêne de Kerrer, Florenzi qui est out. Tu fais les calculs, devrait peut-être être le petit Pembele. Et puis de toute façon, même si en vrai Kerrer était là, j'aurais dit Pembele. Donc je réponds à ta question, c'est Pembele. J'aime bien ce petit, je trouve qu'il se projette bien. Je le souhaite, même à ce niveau-là, justement en fait au parc, j'ai envie qu'il prenne un peu de confiance. Donc Pembele, voilà, je prends mon risque. D'accord, mais attends, voilà, je vais réagir bien sûr. Au fur et à mesure. Voilà, ça sera mieux. Sur le côté droit, je pense que Kerrer sera là, parce que voilà, c'était des précautions qui ont été prises durant la rencontre face à Brest. Donc voilà, j'ai nos adducteurs. Mais voilà, je pense que ça va être l'Allemand qui sera aligné. Et t'es content dans les prochains jours. Je sais pas que je suis content, c'est que pour moi, il a tenu en tout cas son rôle la saison dernière à ce poste. On allait jusqu'en finale de la Ligue des Champions, donc je pense que c'était pas catastrophique, comme certaines personnes veulent peut-être le peindre. Mais non, moi je pense que si je dois faire un choix en tout cas entre Pembele et Kerrer, le choix est vite fait. Pour toi c'est Kerrer? Je prends l'Allemand, oui. Je prends l'Allemand. Moi le choix est vite fait, je prends Pembele. J'oublie pas aussi une chose, c'est que Kerrer c'est celui qui, à un moment il avait une statistique où il provoquait 40% des pénaltys du PSG, c'était l'un des joueurs qui en provoquait le plus, et contre cette équipe barcelonaise, c'est typiquement le genre de joueur qui va nous faire les bavures qu'il faut pas. Et d'ailleurs, il nous en a déjà fait. Donc moi, personnellement, je n'ai pas du tout confiance en ce joueur. Il a déjà fait des matchs corrects. Je ne vais pas te dire que c'est un joueur qui est catastrophique. Je serai un menteur. Mais pour moi, ce n'est pas un bon joueur. Et même si on pourrait dire, allez, qualité et défaut de l'autre, ça pourrait se battre. Pembele, pour moi, c'est un meilleur espoir du football. Et Pembele, en fait, il a une manière de se projeter à l'avant, encore une fois, que je trouve extrêmement intéressante. Kerrer, ce qu'il fait sur le terrain, il fait son taf derrière droit. Je trouve pas qu'il est... T'as jamais vu Kerrer qui était super décisif dans une action ou quoi que ce soit. On verra, on en reparlera de Pembele, on regardera cette vidéo en 2022, tu verras. Il a déjà été décisif plus d'une fois au Paris Saint-Germain, et même en Ligue des Champions. Mais bon, voilà, tu ferais confiance à Pembele. Plus. Ok, c'est noté. Continue. On continue, milieu de terrain, ce qui est peut-être là où ça peut être un petit peu plus compliqué. Je te mets déjà Verratti, que je mets en fait un petit peu plus haut. J'aime bien en fait comment on le fait jouer Pochettino. Je te mets Paredes. En 10 quoi, Verratti. Ouais, c'est ça, exactement. Je te mets Paredes. Et l'autre, je mettrais, mais il le fera pas, mais je mettrais Rafinha. Je mettrais Rafinha pour en fait jouer parce que je pense qu'on aura... Oui, ils vont avoir des occasions en fait défensivement, mais on peut avoir des contre-attaques fulgurantes. Donc j'aurais pris le risque en fait de jouer un peu l'offensif. D'accord. Sinon, moi je pense qu'il va plus mettre... il mettra un Danilo Gay. J'ai l'impression que dans sa hiérarchie, il est un petit peu entre les deux. Mais allez, je mettrai un peu plus Gay. Je mettrai Gay, qui est un peu plus en ce moment concerné par ses performances. Moi pareil, voilà, pour réagir encore sur ta ligne, on va dire du milieu, je mettrais Gay. En fait, je mettrais pas Rafinha, même si Rafinha, je le trouve excellent. Je trouve que c'est trop offensif. Voilà. Et est-ce que c'est pas intéressant contre ce Barcelone, justement? Ce que je me dis, voilà, et c'est la question que j'allais te poser en fin de composition, c'est que je pense que le Paris Saint-Germain ne doit pas forcément jouer défensivement, mais c'est assez contradictoire parce que ce n'est pas nous qui devons aller chercher un résultat. Je suis d'accord. Un score. Donc finalement, si le match se termine par 0-0, le Paris Saint-Germain est qualifié.
c'est pas forcément mon souhait, mais tu vas pas aller courir ou sortir alors que finalement, t'as pas besoin. Tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, je n'aurais pas mis un all-in, hein, voilà, pour reprendre un peu l'expression du poker. Et voilà, je l'aurais joué pas prudemment, mais j'aurais mis un milieu assez solide. Et Paredes Gay, plus un Verratti un peu plus au-dessus en 10, pour moi, c'est beaucoup plus rassurant, en tout cas, pour tenir une défense et contenir les éventuelles offensives espagnoles qu'un Rafinha, Verratti et Paredes. T'as raison, ça tiendrait beaucoup moins la défense. Et en fait, je te rejoins en fait dans la logique. Effectivement, si c'est pour faire en sorte qu'ils aillent pas chercher le score, etc., vaut mieux en fait la jouer un peu plus défensif. Moi, je te dirais que si dans ma tête il y a 1% de risque, c'est justement sur le fait qu'on joue pas. Quand le PSG en fait a pris des scores inversés, sans parler du fait qu'ils vont se qualifier. Rien que le fait en fait qu'on perde, c'est qu'on a voulu en fait un peu changer notre ADN de jeu, en jouant en fait trop défensif, etc. Je te dis pas qu'on serait sur un schéma trop défensif, mais moi j'ai envie justement de les voir en fait maltraiter cette équipe. Et comme on dit souvent la meilleure défense c'est l'attaque, quelque part, leur point faible c'est la défense. Ouais, qu'on les martyrise, parce que devant, bon voilà, je vais pas cacher, hein, Mbappé, je mettrai Mbappé, Neymar, Di Maria, hein, ça fera plaisir de revoir nos trois, sans oublier notre bande touche qui à mon sens peut être bien utile. Donc un retour du Brésilien, Neymar. Oui monsieur, il le faut, c'est important, il le faut, bon il faut qu'il revienne dans des bonnes conditions, mais j'espère vraiment qu'il sera là. Titulaire, tu penses qu'il va être titulaire ? Bah c'est compliqué, après je pense qu'il fera peut-être pas tout le match, en tout cas selon je pense qu'il va peut-être le faire jouer 1 heure. Donc tu mettrais Icardi sur le banc. Icardi, je le mettrais sur le banc. Et bien évidemment, c'est celui que je ferais rentrer. Mais s'il y avait Moïskine, ça aurait été un autre débat. Oui, il y a le coronavirus. Exactement. En tout cas, mais avec en isolement. Oui. C'est ça, mais avec cette équipe, je pense que oui, voilà, on a clairement une ambition qui est bien plus importante que la leur. Et puis on a en plus, pour une fois, cette année, je trouve que tu vois, parce que c'est important, on parle de notre 11, mais sur le banc, il y a du monde, tu vois. Mais vraiment du monde qui peut prétendre. L'Allemand... Draxler qui commence en fait à revenir, si tu me dis qu'à la 70e il rentre, schéma de jeu qui change potentiellement, peut-être à la place de Verratti ou peut-être à la place justement même d'un Neymar, hein, pourquoi pas, tu vois, ça peut complètement rentrer dans le jeu. Danilo à la place de Gay, s'il sent un petit peu à court de rythme, c'est pas déconnant non plus. Herrera en fait, mais si je suis pas fan du joueur, il peut quand même en fait tenir la baraque. Rafinha aussi par rapport en fait à la place de Verratti. Donc ce qui est génial, c'est quoi, là tactiquement il a des possibilités et des gens forts. En défense, c'est là où c'est un peu plus compliqué par contre. Il l'a dit en plus dernièrement, lors de sa dernière sortie, face à Brest, que voilà, le retour des blessés augmente la concurrence au sein des joueurs. Mais voilà, et que le PSG monte en puissance, tout simplement. Donc tu mettrais du coup Mbappé en numéro 9, en pointe. Oui, je le mettrais en fait plus en numéro 9. D'accord. Enfin, non. Parce que là, tu me dis Maria, Mbappé, Neymar. Donc, forcément, je me dis Mbappé 9. Non, même pas. En fait, je le mettrais pas 9. Je le mettrais... Tu mettrais qui en 9? En fait, ça dépend dans quel schéma de jeu tu joues. Bah là, c'est 4-3-3, là, depuis tout à l'heure. Ouais. Ou tu peux faire une sorte de 4-4-2 losange aussi, mais c'est-à-dire que tu ferais descendre Verratti, tu vois. Mais non, t'as raison, oui, je pense effectivement, non, on oublie, ça me fait chier en fait de mettre, surtout en fait en plus la performance qu'il a actuellement, Mbappé, je trouverais que ce serait un peu de le gâcher de le mettre en 9. Ouais. Parce en ce moment il a des jambes de malade en fait sur son couloir, donc... Il est en feu là. Il est vraiment en feu, vraiment en feu. Bah tu vois, je crois que pour cette dernière ligne offensive, je pense que Icardi j'aurais joué titulaire. Et que c'est ce que je pense. Et Neymar va certainement rentrer en jeu. Ouais. Donc je pense que sur l'aile droite, il y aura Di Maria. Et sur l'aile gauche, du coup, Mbappé. D'accord, donc tu penses qu'il y aura Icardi d'abord, qui débuterait le match. Icardi en pointe. Et si jamais il fait rentrer Neymar, ça veut dire que d'après toi, il enlèverait en fait Icardi pour le mettre après, Mbappé en 9. Après, ça va être un des deux Argentins qui sortira. C'est soit Icardi qui sortira en fin de match, peut-être à la 60e minute, ou Di Maria. Oui, c'est sûr que ce ne sera pas Mbappé. C'est sûr qu'Mbappé il ne sortira pas. Mais je pense vraiment qu'il ne va pas mettre d'entrée de jeu Neymar. J'aimerais.
Mais je pense pas. Mais cette question de 9, elle se pose en tout cas dans ce que tu dis. Moi, tu vois, limite, effectivement, je le vois presque plus en 4-4-2. En tout cas, si à un moment il y a Neymar et Di Maria, parce que là, en ce moment, tu vois la forme, tu vois les buts que met Mbappé. Ce sont tout sauf des buts de. Enfin, tout sauf des buts de 9, j'exagère un peu, mais il est vraiment souvent en fait dans des grandes courses, il provoque, etc. Ouais, ce serait gâché de le mettre en 9, je trouve. Donc ouais, limite, si jamais, en tout cas l'équipe titue en puissance, si jamais Icardi ne joue pas, ouais, limite tu mets Neymar, tu le fais décrocher un petit peu et tu fais un 4-4-2 pour qu'il reprenne un peu sa place de 10 et qu'il en soutient Verratti, et qu'après tu as les deux, tu as Di Maria et Mbappé qui sont un peu plus libres et qui peuvent aussi faire des courses. Parce que les deux, je trouve qu'ils sont plus efficaces quand ils font des courses de toute façon. Tout à fait. Très bien, vous avez plus ou moins nos compositions. Pour terminer, est-ce que tu as un pronostic pour la future rencontre? Allez, on va se mouiller, on va dire 3-1 pour nous. 3-1 pour nous? Ouais, je suis relativement confiant sur le relais, avec un penalty pour eux. D'accord. Comme d'habitude. C'est la base. Il faut juste être prêt psychologiquement, soyez prêt à celui-là. Et Guerrer qui le donne. Voilà, je te donne même qui le donne, c'est Guerrer. Si c'est ça, tu me devras un kebab. Ou l'arbitre, tout simplement. Ouais. Hein, les deux peuvent aider. Moi, je me rappelle que pour les pronostics, pour l'aller, j'avais pas prévu une victoire aussi large. Clairement, j'avais dit match nul, je prends. Donc là, je sais pas ce qui va se passer, mais je vais quand même donner mon prono. Allez, je vais dire 3-0 pour Paris Saint-Germain. Allez, c'est beau, tu me fais rêver. J'aime quand tu vas comme ça. Même si finalement la dimension de jouer à domicile ne joue plus tellement en faveur des équipes qui reçoivent. Ouais, 3-0. 3-0. Non, 3-0 et je pense qu'on n'a pas besoin de sortir comme le Barça doit le faire ou devra le faire, car c'est eux qui sont à la recherche d'un résultat et pas nous. Je dis pas qu'il faut mettre le bus. Non, de toute manière, je sais pas si on sait le faire. Si on l'a déjà fait. Et d'ailleurs, Bayern, à ma grande surprise, et je trouve que c'était très beau de voir le Paris Saint-Germain un peu de cette façon. Mais bon, je pense qu'on n'a pas besoin de sortir comme si c'était le money time et qu'il fallait absolument marquer des points. Non, mais si on peut les éteindre un peu salement, comme toutes les équipes l'ont fait. Je sais pas ce que vous en pensez, cher abonné, je vous laisse vous exprimer, mais moi j'aimerais bien qu'on les salisse, tu vois. Il y a une équipe qui s'appelle le Bayern, ils leur ont mis 8-2 sur un match, mais on leur met 4-1, 4-1, on est bien, ça se passe bien, voilà. On éteint cette blessure-là à vie, on la met dans une boîte et on lui dit salut, c'est réglé, ça fait vraiment plaisir. Très bien, on va finir sur ces mots. J'espère que ce contenu vous aura plu, cher abonné. Si c'est le cas, le pouce bleu, partagez, soutenez, ça fait toujours... du bien pour tout vous dire en ces temps. En tout cas, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Salut la team.